Et pendant que les uns et les autres s'installent, je vous donne un aperçu très rapide sur le déroulement. Nous allons avoir une matinée de travail avec deux apports d'informations qui nous viennent descendants. Nous aurons aussi une après-midi de travail où nous aurons, à travers 2 tables rondes, l'occasion d'explorer 2 dimensions fortement, et ce sera largement interactif. Et demain matin, nous nous retrouverons pour une séance de travail où il y aura beaucoup de circulation et d'échanges entre nous sur toujours notre thème. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a aussi, heureusement, les pauses et les repas, qui est une autre façon de travailler. Et je vous invite à, dans la mesure du possible, ne pas hésiter, lors des pauses, à aller retourner l'étiquette de la personne qui est à côté de vous. Vous aurez remarqué, ces étiquettes sont toujours tournées du côté où on ne voit pas le nom des gens. Et n'hésitez pas à aller la retourner pour faire connaissance de ceux qui sont là avec nous. C'est une des occasions merveilleuses que le Congrès nous offre. Et pendant les repas, je vous proposerai bien cette chose très impolie qui est de commencer le repas avec une table où vous êtes assis à 3-4 et puis peut-être au milieu de décider d'aller à la table d'à côté pour aller rencontrer d'autres personnes. C'est une façon de faire circuler les choses entre nous et ça, ce n'est pas les organisateurs qui peuvent le faire, c'est votre propre curiosité à l'égard de ceux qui ont, et je les en remercie, pris le train, la voiture et peut-être pour certains leur bicyclette et être là ensemble pendant ces 2 jours. C'est la valeur des congrès. Merci. Bonjour. Je prends le risque d'être redondante et je tiens à partager une pensée pour Huguette aussi, grâce à laquelle nous sommes réunis autour de ce thème du deuil qui lui était si cher. Et je ressens complètement son rayonnement encore là dans cette belle salle. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants et la transmission de ceux qui ne sont plus, mais qui vivent à jamais dans l'esprit et le cœur de ceux qui se souviennent, disait Jean d'Ormesson. Et je trouve que ça illustre très bien ce qu'était Huguette. Bon, venons-en à l'objet de notre présence là-dessus. Donc, on va vous présenter la synthèse de l'enquête auprès des associations. L'objectif, c'était de présenter à ce congrès du mouvement entièrement dédié au deuil une photo précise de l'activité deuil dans toutes les associations locales. Pour ce qui est de la méthodologie, nous avons élaboré un questionnaire qui a été envoyé à l'ensemble des associations du territoire et qui, voilà, on a annoncé un entretien par téléphone. Donc nous, 3 membres de la commission deuil de la Fédé, plus Janie qui représente la commission enfants-ados, avons découpé le territoire en 4 grandes zones géographiques et sommes allés investiguer auprès des référents ou à défaut des présidents. Nous avons pu échanger par téléphone avec 2/3 des bénévoles responsables et nous avons trouvé des personnes enthousiastes, sérieuses, investies et contentes d'avoir un membre du CA de la Fédé avec qui discuter. Cette démarche a permis le recueil des informations et aussi des échanges parfois plus élargis quant à des problématiques actuelles. Certaines associations, elles sont au nombre de 6, n'ont pu être jointes malgré nos efforts intensifs. Sans doute des assos qui sont en grand sommeil ou des assos qui ont des raisons qui leur sont propres. Donc, Jeanne-Yvonne Faller, responsable de la commission enfants-ados, présidente de Rennes, vous commencez à le savoir, elle s'est chargée du contact avec les assos du Grand Ouest. Marie-Rose Gel de Strasbourg, membre de la commission deuil du CA de la Fédé, s'est occupée du Grand Est. Véronique Maillet de Thonon, pareil, a joint les assos de sa région, élargie à Paris et ses alentours. Quant à moi, de Jalmap 06, je me suis occupée des associations du Sud. Chacune d'entre nous a eu contact avec une vingtaine d'associations. Alors, le retour du questionnaire, 65 associations sur 71 contactées ont répondu
à nos appels, ce qui représente 95% des associations, ce qui est déjà énorme. Et moi, je voudrais dire que je voudrais vraiment remercier toutes les personnes que j'ai au bout du fil. J'ai toujours eu un accueil positif, intéressant. Les personnes ont été contentes de discuter avec un membre du CA de la Fédé. Et au-delà des questions du deuil, il y a d'autres questions qui ont pu être abordées. Il y a eu vraiment des échanges très riches. Alors, au niveau de l'analyse de l'activité deuil, sur les 65 associations qui ont une activité deuil, 65 sur 71, c'est beaucoup, il y en a 39 associations sur 65 ont une activité deuil, ce qui représente 60%. Toutes les associations proposent des entretiens individuels. Et sur les 39, il y en a 23 qui proposent des groupes d'entraide, ce qui représente un peu plus de 50% donc, de ces 39 associations. Au niveau de l'activité deuil adulte, toutes les associations qui proposent donc de l'accompagnement deuil respectent les recommandations de la fédération en termes de formation, en termes de cadre et de structure des groupes. Voilà, je passe la parole à Véronique pour le Covid. Bonjour à toutes et tous. Donc, pendant la période Covid, le soutien deuil a continué, bien sûr, mais pas pour toutes les associations, mais en tout cas, 33 associations ont proposé un soutien par téléphone et certaines ont même mis un numéro à disposition qui a été peu ou pas utilisé. 4 associations ont pu accompagner en visio, 3 en présentiel, soit par groupe de 4 personnes, soit en individuel à l'extérieur, avec respect bien sûr des consignes sanitaires. Un accompagnement de la personne en deuil a pu se faire à domicile et toutes les associations engagées dans le deuil ont eu entre 2 et 4 bénévoles qui ont participé à mieux traverser le deuil, qui est donc une association dont vous entendrez parler encore au cours de ce congrès. Voilà ce que je peux dire sur la période Covid. Je passe la parole à Jeanne Yvonne. Au niveau de l'accompagnement des enfants adolescents, à part le Grand Ouest où les associations sont très investies auprès de cette population, il y a 6 associations sur les 11 du Grand Ouest qui proposent du soutien individuel et 5 des groupes ponctuels ou des entretiens avec les parents. Peu d'activités, quelques ateliers, 6 associations s'intéressent aux enfants ados en individuel ou en groupe avec les parents. Dans les associations que j'ai nommées, il y a le Val d'Oise, que j'avais contacté aussi en plus des associations du Grand Ouest. La balisette qu'on avait mis en place en 2014 suite au congrès de Jeanne Malve Le Havre est très peu utilisée, on se rend compte dans les associations, parfois en démonstration lors des manifestations, souvent prêtée ou égarée et très peu rendue. C'est Martine. Qui dort là tranquillement, pardon. Sur la promotion et la communication, alors toutes les associations soulignent leurs difficultés à se faire connaître. Malgré les flyers, de nombreuses associations ont un flyer dédié au deuil. Ce qui est en train de changer un petit peu la donne, c'est les associations qui ont fabriqué un site dédié au deuil. Celles-là ont signalé qu'elles reçoivent soudainement un afflux de demandes de soutien. Alors classiquement, il y a les réseaux sociaux, le bouche à oreille, les interventions dans les instituts de formation, auprès des partenaires, les forums, les salles d'attente libérales et hospitalières, les pompes funèbres nationales et locales. Il y a même une marbrerie à laquelle nos flyers, je crois que c'est Vienne, ont été confiés. Des affiches avec une particularité sur la voiture des bénévoles que j'ai trouvé être une bonne idée, des articles dans la presse ou des passages radio locaux lorsque c'est possible. On a noté qu'un effort particulier est réalisé lors de la Toussaint, avec souvent, lorsque c'est possible, la diffusion du spot que la commission deuil avait fait
il y a X années et qui est toujours à votre disposition. Sur les moyens de rayonner davantage, on avait sollicité Grand Corps Malade, compte tenu de son chemin de vie, de ses paroles et de sa posture en général, pour qu'il soit à sa discrétion, ou une sorte de parrain, ou qui dédie une chanson à Jeanne Malve sur le versant deuil. Bon, on lui a fait 2 courriers, il n'a pas répondu. Et nous avons eu, avec le même projet, les coordonnées de Yves Duteuil, que nous avons aussi sollicité, avec un fiasco identique. Voilà. Alors, il y avait une question qui était posée, c'était de quelle manière la fédération pourrait-elle vous venir en soutien? Et ce qui ressort, c'est l'organisation d'une campagne nationale deuil, ça c'est d'une part, et d'autre part aussi une aide au niveau des contacts avec l'éducation nationale, l'ordre des médecins et l'ordre des infirmiers, et aussi les notaires. Donc il y a aussi un marque-page qui a été distribué au Congrès d'Évian et qui a été bien apprécié, et qu'on trouve d'ailleurs dans les pochettes, je crois. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les associations peinent à s'investir davantage dans le soutien deuil par manque de bénévoles. Ça, je crois que toutes les associations sont dans le même navire. Plusieurs ont un projet donc centré sur le deuil, variant de l'idée évoquée par un bénévole fraîchement formé ou évoquée en conseil d'administration. Et là où existe une équipe conséquente, entre 5 et 10 bénévoles d'accompagnement, et où le projet associatif a été mûri, l'activité fonctionne bien. Par manque de temps, les bénévoles deuil ne peuvent pas apporter d'aide concrète à la Fédé, seulement des idées, ce qui est déjà super, comme s'intéresser aux morts brutales, réfléchir à une anthropologie du deuil, favoriser les échanges entre associations. Les thèmes sensibles par rapport aux thèmes sélectionnés et en vue d'alimenter les questions à Denis et à Martine tout à l'heure, hors celles traitées en plénière, suicide, enfants ados, personnes âgées, deuil inavouable sans corps, personnes de la rue, prison, animal de compagnie. Beaucoup de thèmes en fait à aborder et qu'on n'a pas pu aborder surtout sur ce congrès, mais qui méritent de se poser comme question. Et les marque-pages dont on a parlé tout à l'heure, il y en a tout un stock qui a été fait et toutes les associations pourront s'en procurer auprès de Olivier Jolivet, le secrétaire de la fédération. Et je voulais préciser qu'Amanda a parlé d'un thème qui manquait jusqu'alors sur le corps. Elle a beaucoup parlé du corps hier soir et des deuils sans corps, et a abordé la question des deuils inavouables qu'on reprendra dans les tables rondes. Voilà, si vous avez des remarques, des questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Du coup, on va laisser la parole à ce moment-là à Denis Landry. Pardon ? Oui, de demander si on connaissait le nombre des associations qui ont fait des cafés deuil. Oui, on le connaît. Je ne m'explique pas pourquoi ça a glissé de la présentation. Pas beaucoup. On s'aperçoit que les cafés deuil, c'est beaucoup de travail pour finalement... alors, il y a des associations qui en font 10, 15 dans l'année, en partenariat souvent avec un établissement, le CCAS ou je ne sais quoi, qui marche bien. Après, il y a peu de monde quand même au Café Deuil, avec la difficulté de trouver un lieu à la fois intime au centre-ville. Et voilà, ça serait bien, on va en parler tout de suite là, des Cafés Deuil, et ça serait bien de rebondir là-dessus.
Oui, vous n'avez pas la proportion, en gros, en pourcentage, je sais pas, la proportion d'associations qui mènent des cafés deuil? Il n'y en a pas beaucoup. OK. Oui, il y a beaucoup de Il y en projets. a qui l'ont en projet, oui, effectivement, oui. Merci. Pendant qu'éventuellement d'autres personnes veulent évoquer, poser une question, je rajoute une information sur le côté communication. Le marque-page auquel il a été fait allusion est effectivement disponible et vous pouvez en prendre des paquets entiers. On en a retiré des quantités significatives pour notre congrès. C'est sur la table effectivement qui est de ce côté en sortant. Vous pouvez en prendre de quoi alimenter autour de vous. N'hésitez pas, ils sont faits pour tous partir. Et le lien avec la campagne nationale, pourquoi pas? Je vais juste faire une allusion au fait que dans le cadre de notre campagne de recrutement de bénévoles, nous venons d'introduire, ça date de la semaine dernière, un petit message, un petit billet pour la partie qui est de la campagne Facebook, qui précisément évoque la question du deuil, ce qui n'était pas le cas dans les matériels que nous avions avant. Je voulais juste vous dire qu'en Angleterre, il y a une association qui s'appelle Dying Matters, ce qui veut dire la mort, le fait de mourir est important pour nous tous. Et ça pourrait peut-être être très utile d'avoir le contact mail et de voir avec eux ils font énormément des astuces pour parler de la mort de façon simple. Et j'ai le mail, je pourrais vous le donner. Oui, merci Patricia, je viendrai le chercher. Peut-être encore une ou deux personnes qui souhaiteraient, voilà, avant que nous enchaînions sur la première des séances. Oui, alors là, au premier rang, je crois que c'est Amanda Castello. Je voulais simplement dire à tout le monde que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça plaise ou ça plaise pas, les réseaux sociaux sont quand même un excellent moyen de communication. Et on a quand même parmi nous des plus jeunes qui sont plus habiles que nous peut-être, mais je crois que c'est vraiment fondamental. Bon, je sais que Jeanne Malve a une chaîne YouTube qui devrait être alimenté davantage. Je sais que ce congrès qui a été filmé, moi j'attends qu'il soit sur la chaîne YouTube pour pouvoir ensuite le partager. Bon, moi je fais ce que je peux pour travailler beaucoup avec les réseaux et je crois que ça c'est aussi un moyen de faire de l'information et aussi de faire du recrutement et ça coûte pas cher. Alors que bien sûr imprimer des affiches ou louer des salles et puis faire venir les gens et les tirer de force, c'est très difficile. Mais les réseaux, tout le monde y va. Et on peut après arriver à faire des postes qui soient peut-être plus ciblés pour sensibiliser les plus jeunes, etc. Il y a encore une personne là-bas au fond. Non, deux, trois. Et merci de faire un geste énergique de la main. Figurez-vous que d'ici, c'est pas facile de repérer qui voudrait parler. Donc, n'hésitez pas à lever et à la faire bouger. Il y a au moins 2-3 personnes en y allant, plus ou moins. On y va au fur et à mesure que vous avez le micro. Tant mieux, bravo. Vous avez ceux qui ont le micro, vous pouvez parler. Pardon, on vous entend pas là, mais. Alors. Ah oui, c'est une demande. Merci. Effectivement, lorsque vous prenez la parole, merci de vous présenter. Ce sera plus confortable pour nous tous de savoir qui fait son intervention. Celui ou celle qui a le micro, c'est à vous. Oui, voilà. Anne, de Jalmalve Calvados, je me permets juste de noter dans les deuils particuliers la difficulté, enfin le deuil pour certaines femmes de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Et en règle générale, c'est pas parlé, c'est pas pris en compte. Hein. Peut-être cette remarque rejoindra dans la table ronde que nous aurons effectivement après le déjeuner. C'est possible. Elle pourrait être refaite, votre réflexion, votre remarque à ce moment-là. C'est très proche d'un des sujets qu'on devrait traiter. Merci. Béatrice de Jalmalve-Nantes. J'avais une question par rapport au groupe de parole qu'on a pu avoir avec des participants. Plusieurs d'entre ces personnes ont dit on aimerait bien continuer
à avoir un lien avec Jalmav. Et donc la question que je pose, c'est, et ils ont évoqué justement les cafés deuil. Est-ce que les cafés deuil, après des groupes de parole, peuvent exister? Enfin, c'est un point que j'aimerais qu'on puisse évoquer aujourd'hui. On le note, et si nous n'arrivions pas à le noter, n'hésitez pas à recycler votre suggestion ou réflexion dans le courant de l'après-midi. C'est bien possible qu'on puisse en parler. Merci de la vitesse à laquelle le micro sert les uns et les autres. À vous, et merci de vous lever, ça aide beaucoup. Bonjour, Laurence, de la présidente de la Fédération européenne Vivre son deuil. Alors j'interviens un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais je peux vous assurer que l'accompagnement du deuil et le recrutement des bénévoles n'est pas simple. Même pour nous, au sein de la fédération, le sujet, on le sait, n'est pas glamour, et par conséquent, il faut déployer une énergie considérable pour avoir quelques bénévoles qui s'investissent. Autant c'est difficile l'accompagnement de fin de vie que l'accompagnement du deuil aussi. Visiblement, il y a un petit regain d'attention, évidemment, vu l'actualité de l'accompagnement de fin de vie, mais l'accompagnement du deuil a aussi ses heures de gloire, à mon avis, et il nous faudra déployer vraiment beaucoup de ressources, parce que nous aussi, effectivement, c'est pas évident de maintenir sur du long terme quelques bénévoles. On sait que les sujets ne sont pas faciles. Je vous remercie. Merci beaucoup. Si le micro peut continuer, mais il y a beaucoup de mains qui se lèvent, c'est très ennuyeux. Non, c'est excellent. Merci de le faire et de le refaire. Et on verra qu'il va falloir grimper plusieurs marches jusqu'au fond. Brigitte de Dijon, j'ai une question suite à l'enquête que vous avez faite. Est-ce qu'il existe un annuaire que vous pouvez diffuser sur le site de la Fédération avec un contact pour toutes les associations qui font des spécificités comme le Café Deuil, par exemple? Parce que ça serait intéressant pour toutes les associations qui se lancent d'avoir un numéro de téléphone pour dire on va faire ça, comment on peut faire, comment vous vous organisez. Est-ce que ça existe, cet annuaire? Alors, jusqu'à présent, on a, sur le site de la Fédé, répertorié les associations qui ont une activité de deuil, avec normalement le numéro de téléphone. Maintenant que nous avons joint les référents et tout, on peut projeter de faire un annuaire plus personnalisé, plus précis, qu'on mettra à disposition. Merci, et c'est un travail qui est devant nous, mais voilà, il y a eu 2-3 petits applaudissements pour dire combien c'était une bonne suggestion. Merci beaucoup de la redire, elle nous va être utile. Je rappelle que le flyer, le marque-page a un QR code qui amène directement sur la page de la Fédération où il y a le niveau d'information que Martine vient de dire, mais il n'y a pas celui que vous nous suggérez de rajouter. Oui, bravo. Tout au fond, vous avez réussi à avoir un micro. Bravo, c'est à vous. Georges, Jalmalve 68. Je rebondis sur ce qui a été dit avec les réseaux sociaux. En ce qui concerne la communication, j'aurais souhaité qu'il y ait une communication plus soutenue de la fédération par rapport aux associations. Je m'explique. Chaque association dans son coin travaille. Mais on n'a pas une synergie à l'échelon national. Si on pouvait être stimulé pour avoir, par exemple, des chats, pour avoir des gens qui s'occupent d'une communication plus active, on serait aussi plus vu auprès des réseaux sociaux et peut-être on pourrait recruter peut-être davantage de bénévoles. S'il y a quelque chose dans ce sens-là. Vous êtes candidat pour vous occuper de ce genre de choses? Merci, et je crois que vous avez relevé la main. Merci beaucoup de cette suggestion. Je dirais, à l'appui de ce que vous venez d'évoquer, on pourrait dire que je crois que ce congrès sur le deuil est, sauf erreur de ma part, une première par ailleurs. Nous avons eu des congrès sur des sujets voisins, mais je crois que c'est le premier. Voilà, ce n'est pas la réponse complète à ça, mais c'est une forme de chat qui va nous être nécessaire et j'espère que nous aurons déjà profit avec 2 journées ensemble, ça va faire quelque chose. Mais il y a ce que vous avez dit, vers l'extérieur et les réseaux sociaux. Merci beaucoup de la rapidité avec laquelle on apporte ces éléments. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui tiennent le micro.
Oui, bonjour à tous. Donc Alexandra, présidente de Jalmalve Val d'Oise. Alors déjà une petite remarque. Nous avons travaillé cette année avec toute l'équipe Deuil qui fait également le manège de la vie sur justement une refonte de la mallette. On s'est permis de mettre la nouvelle version dehors sur une table et on serait ravis d'échanger avec les autres départements qui veulent travailler également avec les enfants. De la même façon, on fait des cafés Deuil et là aujourd'hui, toute l'équipe Deuil, qui est une cellule extraordinaire chez nous, que je remercie infiniment pour tout leur travail, voilà, on peut échanger avec tout le monde. Olivier, une petite question particulièrement pour toi. Normalement, je crois que tu avais rencontré, suite à un des contacts chez nous sur un forum, sur des notaires, je crois, les notaires de la famille, au cœur de la famille. Je ne sais pas du tout si ça a donné quelque chose, parce que c'était un groupement de notaires avec un label spécifique qui voulaient nous rencontrer pour voir comment on pouvait travailler également. Je ne sais pas si tu as un retour là-dessus. Rapide réponse, le contact a tout à fait été pris avec cette association qui s'appelle Notaires au cœur des familles, qui sont des notaires qui ont une sensibilité professionnelle particulière pour apporter toutes les solutions à des questions qui touchent directement les familles. Le contact a été pris, nous sommes intervenus lors de leur assemblée générale et la chose en est, et la balle est dans notre camp, de dire nous sommes tomber d'accord pour un échange, on va dire un échange entre les adresses de nos associations et les adresses de leurs représentants, soit dans des villes, soit régionaux, pour pouvoir faciliter une prise de contact réciproque. Ils ont été extrêmement intéressés par ce que notre expérience d'écoute et de présence auprès des familles pouvait leur apporter, eux qui sont confrontés parfois, comme notaires, à des interpellations qui les mettent parfois un peu à poil quand il s'agit d'avoir quelqu'un qui est simplement cassé parce qu'il a perdu quelqu'un et en dehors des aspects notariaux, il y a un aspect de désarroi personnel. Voilà, donc le contact est amorcé. Merci beaucoup, il venait de quelqu'un de chez vous. Voilà, c'est plus notre capacité à concrètement embrayer. C'est d'ailleurs la remarque de Martine en disant « Bonne idée, êtes-vous volontaire pour donner un coup de main pour la mettre en œuvre ?» J'ai un petit message de Christian Cotta-Bernard qui s'occupe du site de la Fédé, qui m'a montré qu'il y avait, quand vous tapez soutien d'œil, vous avez quand même des détails, la carte de France avec les villes qui s'occupent du soutien d'œil et tous les renseignements qui pourraient vous être utiles. Par ailleurs, j'en profite pour vous solliciter. Il y a plein de bonnes idées, il y a des guides, il y a des numéros spéciaux sur le deuil. Si vous pouviez les faire remonter, ça nous permettrait, nous, de les dispatcher plus largement à l'ensemble d'abord d'être au courant, de s'en inspirer à l'ensemble des associations. Je vous remercie d'avance. La parole repart tout en haut. Bravo, je crois que c'est le plus haut qu'on puisse faire ou quasiment. Il n'y a pas après moi. Béatrice de la Mayenne. Juste pour vous dire qu'on travaille avec la CAF, Madame Olivry est peut-être avec nous, avec d'autres associations. Pourquoi? Parce que la CAF, c'est elle qui reçoit quand il y a des décès. Et avec d'autres associations, nous travaillons ensemble pour orienter quand c'est un décès périnatal, quand c'est un décès avec des enfants et tout ça. Donc c'est toute une dynamique qui se met en place dans le département de la Mayenne, soutenu par la CAF, et je trouve que c'est super parce que ça permet de se connaître, ça résonne, ça permet de se connaître, ça permet d'orienter, et donc c'est quelque chose de très chouette. Merci. Et alors, merci de vos interventions. Je vais peut-être... alors, il y a une dernière personne qui lève la main. Oui, vous, madame, si le micro peut aller vers vous. Je voudrais faire un commentaire de méthode. Vos interventions montrent bien que par rapport à une enquête qui a été faite en interne, le sujet est véritablement actif, qu'il y a des attentes, qu'il y a des choses à faire en plus. On voit aussi le côté concret des petites choses avec la difficulté de les mettre en musique, et c'est de la difficulté pour nous tous. On est tous quelque part seulement bénévoles et c'est difficile de trouver toutes les réponses, de faire circuler les informations. En même temps, le congrès va servir à ça. Et demain matin, la séance de travail de demain matin, je fais ce geste un petit peu horizontal pour dire que
On va essayer d'échanger des avancées et nous aurons largement le temps de mettre en commun de bonnes idées ou des pratiques. C'est ce qu'on vient de commencer à faire. Voilà, je vais quand même passer la parole à la dernière personne qui a le micro et il faudra après s'arrêter pour pouvoir entrer dans la suite du sujet. À vous. Merci, bonjour Fabienne. Bonjour Alexandra. Alors, bonjour Alexandra. Là. Fabienne, voilà. Donc j'en profite pour un petit coucou à Alexandra et aussi pour rebondir sur tout ce qu'on entend. Il y a pas mal d'idées qui fusent et je me dis que peut-être qu'il faudrait profiter de ces jours-là ensemble pour mettre en place aussi une boîte à idées, parce qu'il y a la boîte à cris, à mots, qui est super, mais peut-être qu'autour de nous, là, il y a des gens qui ont plein d'idées, plein d'astuces, comme ça a été dit, et puis peut-être qu'on peut glisser aussi nos idées sur des papiers qu'on pourrait mettre dans la boîte, et voilà, comme ça, parce que parfois on n'ose pas s'exprimer, et voilà. Donc c'est une proposition, juste ça. Pour ne pas oser s'exprimer, merci de le faire et on a commencé et continué. Et il y a actuellement une boîte à idées qui ne s'appelle pas comme ça, mais qui est la commission Deuil, dont plusieurs personnes sont là. Et si vous voulez leur glisser un petit mot durant le temps de ce congrès, vous pouvez déjà le faire. C'est mieux qu'une boîte à idées. Ce sont des personnes en chair et en os. Et vous pouvez également, pour la première fois, il y a des posters dans le hall du congrès et vous trouverez aussi des jolies idées. Voilà, merci beaucoup. Alors, comme on est parti bon pied, merci encore à vous qui avez pris le temps de cette enquête parmi nous. Merci à tous ceux et celles qui ont répondu. Ça nous permet de voir d'où nous partons. Et on va enchaîner avec la première séance de la matinée, qui sera effectivement avec Martine qui est déjà là, Martine Binda qui est déjà là, et à laquelle va rejoindre Denis Landry qui arrive sur la scène. Voilà, merci beaucoup à tous deux. Je vous en rappelle le titre et ils vont pour le reste vous expliquer ce qu'ils vont dire. Au fond, sous la forme d'un échange à deux voix, tous les deux, ils vont essayer de répondre à cette question que vous trouviez sur le programme. Deuil et son accompagnement, de quoi parle-t-on? D'où venons-nous? Parce que ça fait un petit bout de temps quand même qu'on a démarré. Et avec quelles évolutions? Parce qu'il y en a eu. Donc la parole est à eux. Pour un petit temps, ils vont être deux. Et puis après, il y aura, on va essayer de rester calé si possible sur les horaires souhaités. Nous allons aller effectivement ensemble jusqu'à, je regarde l'heure, jusqu'à 10h30. On leur a mangé un quart d'heure. Donc, voilà, on va essayer de négocier si vous allez jusqu'à 10h30 ou 10h40, voilà, quelque chose comme ça. Un coup de main? Il fait tout, Denis. Oui, on fait tout, mais ça, c'est une constante parmi nous tous qui faisons souvent une chose et une seconde. Voilà. Vous êtes installés. Merci beaucoup. Alors, si d'aventure on nous coupait un petit morceau du temps de parole et qu'on n'ait pas le temps pour les questions, vous avez la possibilité de les mettre par écrit et de nous les faire passer. Voilà, pour ne pas rester dans la frustration d'une question non posée. Je vais prendre une chaise d'en bas. Elle est trop basse, celle-ci. Il y a aussi les impondérables de la logistique. Je me retrouve à l'école primaire, là, j'ai l'impression. C'est moi qui suis haute aussi. Donc. Un grand merci, Denis, et pour la logistique, et pour ta présence, et pour tout le travail qu'on a pu faire ensemble avant. L'histoire du mouvement Jalmal indique la place de plus en plus évidente de l'activité deuil au sein de Jalmal. Créée à Grenoble au départ pour débattre autour des questions de fin de vie et de mort,
La nécessité d'accompagner les personnes en fin de vie s'est imposée aux pionniers, puis à toutes les associations. Et ce n'est que plus tard que l'accompagnement de ceux qui restent est apparu comme une évidence et a commencé à s'organiser davantage, jusqu'à être ajouté dans les statuts modifiés en 2020. Voilà aujourd'hui, même si on ne présente plus Denis, je le présente un petit peu, voilà aujourd'hui 25 ans que Denis Landry, psychologue, assure avec Anne-Laure Mersaoui, puis avec Valérie Pinco, les formations deuil à destination des adultes en 3 temps. Le module 1, sur l'écoute individuelle de personnes en deuil, qui devrait être conseillé à chaque bénévole accompagnant, ne serait-ce que parce que les bénévoles se retrouvent fréquemment devant des personnes malades, âgées, en fin de vie, qui évoquent des pertes. Perte de leurs parents, de frères et sœurs, de conjoints, mais aussi la perte de son chez-soi, la perte définitive d'un travail, toutes les pertes de capacités physiques, cognitives, sensorielles. Et que dire encore de l'importance que cette sensibilisation peut revêtir pour ce que l'on appelle l'accompagnement de proximité au sein de nos milieux de travail, de nos familles. Le module 2, vous le savez, il existe pour former les binômes qui vont co-animer des groupes. Le module 3, qui a été, hélas, souvent annulé faute d'inscription, analyse les pratiques des animateurs ayant une expérience de groupe d'adultes. Il s'adresse également aux bénévoles, pourrait s'adresser également aux bénévoles, on en parlera tout à l'heure, qui mènent des entretiens individuels, et à ceux, bien sûr, qui animent les cafés deuil. Nous aimerions partager avec vous quelques questions que nous nous sommes posées sur la nature et sur l'évolution de nos pratiques d'accompagnement du deuil à Jalmalve. Nous nous limiterons ici à l'accompagnement de personnes adultes, sachant très bien que le deuil chez les enfants et les adolescents fait aussi depuis longtemps l'objet de l'attention de Jalmalve. Les personnes qui s'y consacrent auront l'occasion au cours de ce congrès, dans la table ronde de cet après-midi, d'en faire état. Denis, qu'est-ce qui nous permet de dire que le deuil est une mission inhérente à Jalmalve ? Si la mission de Jalmalve en faveur du deuil ne s'est pas tout de suite confirmée, identifiée, organisée clairement, elle est pourtant présente dès le départ, dès le début. J'ai fait un petit retour un peu historique dans les questions que Martine et moi nous vous proposons. Il y a un petit pot pourri un peu, il y a des statistiques, il y a un retour un peu historique, il y a, bon, ça va être un mélange un peu de différentes approches. Et de fait, oui, je disais que la mission était déjà là dès le départ, et l'une des toutes premières conférences, si d'ailleurs ce n'est pas la première, qui a été organisée à Grenoble le 12 décembre 1985, c'était sur le deuil, précisément sur le deuil. Il y a un tiré à part qui avait été fait à l'époque, l'année suivante, qui reprenait le texte de cette conférence, qui avait été donné par Janine Pillot. Janine Pillot, une psychologue, une des fondatrices de Jalmalve, qui est morte au mois d'août dernier. Et vraiment, Janine Pillot, qui a été, franchement, une pionnière, mais de la première heure, pour la cause du deuil. Et nous lui devons énormément, énormément. Quel bonheur ce serait qu'elle puisse être là, et quel honneur, surtout pour nous, qu'elle puisse être là. Donc, une petite partie de ce congrès aussi, qui porte sur le deuil, je pense qu'elle s'associerait très volontiers avec Huguette pour partager une partie de ce congrès. Bon. J'ai répertorié aussi qu'entre 1998 et 2020, une petite vingtaine d'années, pas moins de 15 numéros de la revue Jalmalve ont été consacrés au deuil. 15 numéros. Mathématiquement, ça ferait à tous les ans et demi, il y a eu un numéro de la revue qui traitait du deuil, beaucoup d'aspects du deuil. Vous pouvez retrouver très facilement tous les thèmes, et dont 4 qui étaient destination de la mort et le deuil chez les enfants et les adolescents. Ce qui n'est pas rien non plus déjà à l'époque.
Alors, autre lien de Jalmave avec le deuil. Alors, c'est vrai que la création de Jalmave est on ne peut plus liée à l'accompagnement en fin de vie, au développement des soins palliatifs. Ça a été une cause fondatrice. Hein. Et de pouvoir parler de la mort, de faire une place à la mort et à la parole autour de la mort dans la société. Or, la perspective des soins palliatifs, la perspective de l'accompagnement en fin de vie ne s'arrête pas au décès de la personne. Et peut-être le texte le plus explicite à cet égard, qui a été un texte phare, qui a été un texte qui a éclairé toute une époque et qui a éclairé d'ailleurs les textes de loi qui ont suivi, c'est une directive ministérielle de la Direction générale de la santé, la fameuse circulaire du 26 août 1986, et qui était relative à l'organisation des soins et à l'accompagnement de malades en phase terminale. On commençait à prononcer les mots de soins palliatifs. Voici ce que cette circulaire indiquait. Les soins d'accompagnement visent à apaiser les douleurs et l'angoisse, d'apporter le plus possible de confort et de réconfort à celui qui va mourir, d'accueillir et d'entourer la famille pendant cette période difficile, et même plus tard dans son deuil. Était ajouté au chapitre sur les relations avec les familles, dans le même texte ministériel, le rôle de l'équipe professionnelle, il parlait à ce moment-là, le rôle de l'équipe se poursuit après le décès du malade dans le but d'assurer le suivi du deuil et de prévenir ainsi, autant que possible, l'apparition de pathologies consécutive à la perte d'un proche. On était donc dans une approche, une vision plutôt préventive de deuil compliqué ou de deuil pathologique. Donc, ça signifie que si on est cohérent avec cette inspiration première des soins palliatifs et de l'accompagnement, je dirais, on pourrait dire que Jalmave, en s'impliquant dans l'accompagnement du deuil, en faisant une mission propre aussi, non seulement continue d'accomplir sa mission dans la mouvance palliative, mais la parachève. La parachève en la portant au-delà de la mort du malade ou de la personne en fin de vie. En toile de fond, quelle différence pourrait-on trouver entre l'accompagnement des personnes en fin de vie et l'accompagnement des personnes en deuil? Oui, c'est une question qui nous a occupés, ça, tous les deux. Bon, disons tout d'abord que dans leurs accompagnements, les bénévoles Jalmave sont surtout confrontés au choc de la mort, c'est-à-dire la phase terminale, l'agonie de la personne, le moment même de la mort, et les premières heures de séparation radicale que la famille doit subir, doit vivre. Rarement, les bénévoles accompagnants auront l'occasion de revoir les familles et de les accompagner dans la durée de leur deuil à proprement dit. Ceci dit, une bonne sensibilisation au deuil n'est toutefois pas inutile pour les bénévoles qui accompagnent. Pour deux raisons surtout. La première, c'est qu'ils puissent se repérer par rapport au phénomène de pré-deuil et de deuil anticipé, notamment, qui se manifeste à l'approche de la mort et au moment des accompagnements en fin de vie. Et là, on doit encore une fois à Jeannine Pillot un apport théorique très important, qui est repris dans la littérature d'ailleurs, sur cette question de pré-deuil et de deuil anticipé. C'est peut-être celle qui en a apporté une des visions les plus claires. D'autres auteurs s'y sont essayés, mais Jeannine Pillot présente vraiment une vision assez claire de ces deux phénomènes. Et puis, l'autre raison, c'est que pour que les bénévoles soient sensibilisés au deuil, c'est qu'ils puissent avoir une représentation de ce que les endeuillés auront à traverser au cours des mois et des premières années qui suivront le décès. Même si ce ne sont pas ces bénévoles qui seront témoins et qui accompagneront cette traversée du deuil. Alors, la différence quand même entre l'accompagnement en fin de vie et l'accompagnement du deuil, je pense qu'une différence fondamentale est liée à la perspective dans laquelle nous intervenons. Vous le comprendrez d'ailleurs, l'horizon n'est pas le même.
Les personnes en fin de vie que nous accompagnons ont la mort comme horizon. Ce qui ne signifie pas que nous ne les considérons comme des personnes vivantes à part entière jusqu'au bout. Évidemment, c'est le sens même de l'accompagnement, d'affirmer cette présence vivante. Mais le cheminement en fin de vie se fait néanmoins de la vie vers la mort. Dans le deuil, il se fait à l'inverse de la mort de l'autre, vers la vie qui continue. C'est un peu un changement d'horizon et c'est un peu un centre de gravité qui se déplace. Le centre de gravité change. Il passe de celui qui meurt dans l'accompagnement à celui qui doit désormais vivre sans lui. Et je pense que, bon, c'est peut-être une idée un peu gratuite, mais une interprétation un peu facile, je ne sais pas, mais je pense que le centre de gravité de l'accompagnement en fin de vie est tellement fort à Jalmave, est tellement inscrit dans l'ADN de Jalmave, c'est tellement une grosse planète que la Lune reste un peu en orbite encore autour de cette grosse planète. Bon, c'est une remarque comme ça. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une posture d'écoute différente à avoir lorsqu'on écoute une personne en deuil? Non. Il n'y a pas de posture différente. Il n'y a pas une écoute spécialisée pour les personnes en deuil et ceux qui ont pu faire les formations à Jalmave. Je pense que c'est un des fondements d'ailleurs de ces formations, c'est l'esprit de Jalmave par rapport au deuil. C'est justement de ne pas essayer d'en faire une spécialisation quelconque. Hein. Et donc, il n'y a pas d'écoute spécialisée, de la même manière qu'il n'y a pas une écoute spécialisée pour les grands vieillards et les personnes plus jeunes, qu'il n'y a pas d'écoute spécialisée pour les personnes en phase terminale d'un cancer, des familles qui seraient de cultures différentes, même s'il faut s'adapter à chaque fois à son interlocuteur. Mais heureusement, je dirais qu'il n'y a pas d'écoute spécialisée. Il s'agit toujours de la même chose, d'accueillir et de reconnaître une personne en souffrance qui traverse une épreuve. Nous sommes des écoutants de l'épreuve. La meilleure préparation pour écouter une personne en deuil, c'est d'abord d'avoir sérieusement travaillé la question de l'écoute, justement. Vous me direz, pourquoi alors se former spécifiquement à l'écoute de personnes en deuil? Puisqu'il y a des formations consacrées à l'écoute de personnes en deuil. Je répondrai principalement pour avoir moins peur. On se forme pour avoir moins peur, entre autres, mais c'est une des raisons premières. Avoir moins peur de s'approcher de cette souffrance de la perte et de pouvoir l'accueillir, sans chercher à en faire quoi que ce soit. Il n'y a rien à réussir dans l'écoute d'une personne en deuil, comme dans l'accompagnement en fin de vie. Pour cela, pour être dans cette disponibilité d'accueil, il faut avoir des repères. Et les formations servent à apporter des repères, connaître les principaux mécanismes psychologiques qui interviennent, les besoins des personnes en deuil, qu'est-ce qu'elles espèrent trouver comme écoute, comme présence. Comment cette épreuve est susceptible d'affecter leur vie émotionnelle, leur comportement, leur relation aux autres et à soi. Démystifier aussi ce qui pourrait paraître à tort inquiétant. Tout ça contribue à nous mettre en disposition d'écoute. Il existe d'autres associations, et même de plus en plus d'autres associations, dédiées uniquement au deuil. Est-ce que Jalmave a sa place dans ce paysage? Et si oui, qu'est-ce qui caractériserait la mission de Jalmave vers les personnes en deuil? À l'époque de l'émergence de Jalmave, les associations que la question du deuil préoccupait étaient peu nombreuses. J'ai fait un peu de recherche comme ça. Bon, il y avait à l'époque l'association des veuves civiles créée en 1949, qui est devenue la FAVEC aussi. On parle de conjoints survivants aujourd'hui, en 1976.
Il y avait Naître et vivre pour la mort inexpliquée du nourrisson. Maintenant qu'on commence à l'expliquer, on parle de la mort inattendue du nourrisson. Naître et vivre, 1978. Jonathan Pierre Vivante, 1981. Et vraiment un contemporain de Jalmalve pour des parents ayant perdu des enfants. Voilà un peu les principales présences d'écoute par rapport au deuil. Une décennie plus tard, d'autres voient le jour. L'association François-Xavier Bagnoux, 1991, Elisabeth Kubler-Ross France, 1992, Écoute deuil de Grenoble, 1993, Fédération Vivre son deuil, 2001, et depuis, plusieurs autres sont apparus. Ce qui caractérise sans doute Jalmave dans son approche du deuil, c'est justement une approche plus généraliste du deuil. Jusqu'à présent, en tout cas, c'est comme ça, une approche plus généraliste du deuil. Alors que de plus en plus d'associations se sont spécialisées vers des types de deuil justement plus spécifiques, qu'on pense par exemple à deuil par suicide, perte d'un enfant, veuf et veuve, fratrie, deuil périnatal, mort de la rue, etc. Bon, par rapport à toutes ces associations qui ont tendance à être plutôt spécialisées, Jalmalve accueille et permet à des personnes vivant des deuils assez différents de se relier, de partager entre elles. Cette mixité dans les types de deuil, dans les circonstances de mort, reflète à plusieurs avantages. Elle reflète d'abord la diversité même de la vie où les destins et les épreuves se croisent. Elle affirme le caractère universel de certaines composantes du deuil. Malgré les différences, chacun peut se reconnaître en partie dans l'expérience de l'autre. Elle réduit aussi, cette mixité, un effet possible de stigmatisation par rapport à la personne en deuil, où cette personne pourrait se sentir faire partie d'une catégorie d'endeuillés, parents ayant perdu un enfant, deuil de suicidé, orphelin, veuf, veuve. Donc d'échapper à une catégorie qui pourrait autrement faire se sentir la personne à part des autres, d'une certaine manière. Et puis la diversité qu'on retrouve à Jalmalve, dans l'accueil des personnes en deuil, réduit le risque de se considérer comme des experts d'une problématique donnée. C'est une tentation que nous pourrions avoir. Et du fait de se considérer comme des experts d'une problématique donnée, on a très souvent tendance à être tenté de la traiter, justement. Bon, à noter que cette approche plus généraliste du deuil n'a pas empêché que se développent dans quelques associations Jalmalve des actions plus ciblées en direction des enfants et des adolescents, on l'a vu juste précédemment, ou des deuils par suicide aussi, une expérience ou deux, mais qui restent quand même des expériences minoritaires. Autre particularité, on va passer ensuite à la prochaine question, c'est Jalmave aussi propose différents types d'accompagnement. Ce qui n'est pas le cas forcément de toutes les associations non plus. Possibilité d'une écoute téléphonique, entretien individuel, groupe d'écoute et d'entraide de personnes en deuil, café deuil, participation à des plateformes, notamment la plateforme nationale Mieux traverser le deuil, intervention auprès d'équipes enseignantes aussi, à l'occasion de la mort d'un enseignant ou d'enfants, d'élèves. Il est arrivé que des associations Jalmave s'impliquent, et là on parle d'Internet, on parle de chat, on parle de sites qui se créent. Donc on va élargir encore la possibilité de les personnes en deuil nous contactent. Mais en tout cas, une des dernières, disons, particularités peut-être, c'est qu'à Jalmalve, contrairement à l'accompagnement en fin de vie, les personnes en deuil nous adressent une demande. C'est elles qui sont demandeuses. C'est elles qui contactent l'association, qui téléphonent, qui prennent rendez-vous, qui viennent rencontrer un bénévole, qui se déplacent pour participer à un groupe d'endeuillés. Et ça, les bénévoles Jalmave n'ont pas l'habitude de ça.
Ils ont l'habitude d'aller vers des personnes malades, vers des personnes âgées. Bien sûr, à la demande des soignants, à la demande des familles, à la demande des malades. Bon. Mais très souvent, il peut arriver aussi qu'un malade ne sait même pas qu'il y a des bénévoles dans un service. C'est une démarche vers l'autre. Là, dans le deuil, on fait face à la demande, aux besoins de personnes qui s'adressent à nous. Ça change quand même la perspective aussi. Une petite question en forme de clin d'œil. Certains expriment la peur que le deuil ne prenne trop de place au sein de Jalmalv. Oui, est-ce que la peur que l'activité en direction du deuil puisse faire de l'ombre à l'activité première de Jalmalv, est-ce qu'elle est fondée, cette crainte? Est-ce que Jalmalv pourrait-il en venir à être avant tout identifié comme une association consacrée au deuil? Franchement, je crois que nous en sommes loin. J'aurais envie de dire que ce serait même, au contraire, une assez bonne nouvelle que Jalmalv soit davantage repéré comme un lieu d'écoute pour des personnes en deuil. L'accompagnement en fin de vie et l'accompagnement du deuil ne sont pas concurrents. Nous n'accompagnons pas les mêmes réalités, ni les mêmes enjeux. Il n'y a pas de compétition ou de concurrence. Bon. L'esprit d'ailleurs est le même. Est-ce que ce n'est pas le même esprit de solidarité, même esprit d'entraide communautaire, de permettre une parole et un partage autour de la mort? Est-ce qu'on peut demander à un bénévole Jalmalv de s'engager à la fois dans l'accompagnement à l'hôpital, en EHPAD, en USP, éventuellement à domicile, et de s'engager également dans l'accompagnement du deuil? Oui, d'ailleurs, on en parlait tous les deux il y a quelques jours à peine. Hein, et tu me disais d'ailleurs, tu confirmais à la suite aussi des contacts que vous avez eus avec les associations en France, que la majorité du temps, les bénévoles occupent les deux accompagnements. Ceux qui font du deuil font aussi ou continuent à faire de l'accompagnement de personnes en fin de vie. C'est ça, hein, oui. C'est pas un ou l'autre. Il peut y avoir des bénévoles. Parfois, au fil du temps, pour certains, plutôt dans le sens, je laisse l'accompagnement à l'hôpital et je me consacre au deuil parce que c'est aussi moins chronophage et moins contraignant en termes horaires. Mais en général, c'est vrai que je pense que quand on a la fibre associative, la fibre de l'engagement, c'est tout naturellement que le deuil vient en parallèle à l'accompagnement. Alors c'est vrai, donc les deux investissements peuvent peut-être être ressentis comme des démarches différentes. Ce sont des démarches un peu différentes aussi, il faut le reconnaître. Et je pense que aussi l'écoute du deuil ne mobilise sans doute pas le même rapport avec la mort, avec la solitude, avec le désespoir, avec les non-dits, en fonction des expériences vécues par les gens. Bon, ça serait une question intéressante d'ailleurs pour un psychologue, ça, d'essayer de voir cet aspect-là. Et je dirais de la même manière que l'on peut venir à Jalmalv parce que des expériences personnelles d'accompagnement en fin de vie nous y ont sensibilisés, et c'est souvent le cas. On n'arrive pas à Jalmalv par hasard. On n'arrive pas à faire du bénévolat à Jalmalv parce qu'on a du temps libre, simplement. Il y a des expériences de vie qui nous conduisent à une association comme Jalmalv. Et autant on peut y venir après avoir vécu des accompagnements en fin de vie, difficiles ou au contraire plus heureuses et qui nous donne envie que ça puisse être plus apaisant pour d'autres aussi. Autant on peut venir à Jalmalv après avoir vécu des deuils, peut-être plus ou moins difficiles aussi, mais qui nous ont sensibilisés particulièrement à cet aspect du deuil. Et puis, j'ajoute une chose qui, moi, me fait plaisir, vraiment me fait plaisir, c'est que au cours de ces années de formation, j'ai croisé quand même pas mal de bénévoles. Il n'est pas rare de retrouver parmi les bénévoles deuil d'une association des personnes qui étaient à l'origine elles-mêmes venues à Jalmalv en tant que participantes à un groupe d'endeuillés
ou comme personne ayant pu profiter d'une écoute individuelle par un bénévole à Jeanne-Malve lors d'un deuil qu'elle vivait, et qui sont restés à Jeanne-Malve, et qui se sont engagés à Jeanne-Malve. Et je trouve que là, on a vraiment réussi, si on peut parler de réussite. Parce que le milieu associatif, c'est quand même ça, fondamentalement. On s'associe à d'autres pour défendre une cause à laquelle on tient, qu'on trouve essentielle. On s'associe à d'autres pour le faire. On ne le fait pas tout seul. Nous sommes des associés dans une association. Et puis, je suis aidé, j'ai reçu, eh bien, je vais rendre à mon tour. Et c'est une roue qui tourne. Et là, on peut dire qu'on est franchement dans l'esprit associatif. Vous voyez ce que je veux dire? Et je dirais même que, juste une petite note, peut-être que, à mon avis, si j'avais à faire un choix, je dirais que les groupes de personnes en deuil sont davantage cohérents avec cet esprit associatif et cet esprit d'entraide communautaire, plus que l'écoute individuelle. Parce qu'il s'agit de justement permettre à des gens d'une communauté, de Grenoble, de Nantes, de Rennes, de Vendée, peu importe, une communauté de gens, de pouvoir se relier autour de cette épreuve du deuil, de manière groupale, plus qu'individuelle. Même si l'écoute individuelle est précieuse, tout le monde n'est pas prêt à participer à un groupe, évidemment. Je te rejoins complètement, Denis, et il me semble que quiconque a déjà co-animé un groupe a touché du doigt cette richesse incroyable entre la solidarité, l'éco-résonance, le respect, la confidentialité. Et c'est inégalable comme aide. C'est vrai. Et tout à l'heure, une personne disait combien il est difficile de recruter des bénévoles pour accompagner des personnes en deuil, parce qu'elle disait que ce n'est pas un sujet tellement facile. Effectivement, la question du deuil, c'est pas simple, c'est pas très attractif d'une certaine manière. Et pourtant, je peux vous garantir, les bénévoles qui ont goûté à l'écoute, à l'animation de groupes d'endeuillés, y ont trouvé une expérience humaine tellement formidable, tellement précieuse. Et une fois qu'ils ont la piqûre, ils ont envie de continuer. Alors c'est vrai que c'est difficile peut-être de leur donner cette envie. À première vue, c'est pas très attrayant, attractif. Et pourtant, quel bonheur quelle chance de pouvoir vivre cette expérience. Je souhaiterais ça à mon meilleur ami. Franchement. On s'est posé, parce que des associations nous l'ont posé récemment, la question de que proposer, comment accueillir des bénévoles qui viendraient à Jalmalve uniquement pour accompagner des personnes en deuil. Donc je vais me permettre de vous lire la recommandation de la commission deuil de la Fédération. Alors on peut, d'ailleurs bravo, elle est affichée, merci. C'est synchro. C'est bien synchro. La commission deuil a été saisie d'une demande émanant de plusieurs associations. Des nouveaux candidats se présentent en souhaitant s'investir uniquement dans l'accompagnement de personnes en deuil. Jusqu'à présent, pour différentes associations, il est habituel de demander aux nouveaux bénévoles désirant s'engager sur le versant du deuil de commencer par 1 voire 2 années d'accompagnement selon les assos de personnes en fin de vie. Cette demande, soumise au conseil d'administration de la Fédération en date du 10 février 2023, vous voyez, c'est tout à fait récent, a été discutée et approuvée. De nouveaux bénévoles peuvent être accueillis pour s'engager uniquement dans l'accompagnement des personnes en deuil, sans exiger une expérience d'accompagnement dans un service. Cet accompagnement de personnes en deuil peut être individuel, en échange téléphonique, chat, entretien face à face, en co-animation d'un groupe d'entraide. Les préalables, les conditions obligatoires requises, c'est, comme pour tous les bénévoles, suivre la sensibilisation et la formation initiale,
Participer, alors bien sûr, on sera plus vigilant à observer la motivation de ce candidat-là. Participer à 2 entretiens avec un responsable associatif et un psychologue qui va explorer la question de la perte et les raisons de ce choix ciblé personne en deuil. Il lui faudra bien sûr suivre les formations spécifiques à l'accompagnement des personnes en deuil proposées par la fédération et prises en charge par l'association. Le module 1, bon, je ne reviens pas sur son contenu, et le module 2. Il pourra au départ participer en tant que tierce personne pour une immersion formatrice à la co-animation. Et il devra, comme tout bénévole engagé dans le deuil, participer aux supervisions régulières, qu'elles soient locales et nationales. Voilà un positionnement assez clair et on peut remercier, je pense, le travail de la fédération et de la commission. Hein. Je pense que ça éclaircit quand même des situations qui étaient vécues parfois peu difficilement. Comme une injustice aussi, enfin comme une incompréhension parfois. Ouais. Après, c'est toujours très formateur de faire une année ou 2 d'accompagnement en fin de vie. Du point de vue du bénévole, moi j'étais surprise très agréablement de constater, d'après l'enquête, que les bénévoles deuil ont davantage confiance, davantage de maturité, puisqu'ils osent quasiment à l'unanimité animer, co-animer, hors présence d'un psychologue. On avait constaté il y a quelques années, lorsqu'il y avait un binôme professionnel et bénévole, tout naturellement, parce que le bénévole lui laissait peut-être cette place-là, ou peut-être selon les cas, parce que le psychologue pensait que du fait de ses compétences, c'était sa place. Le psychologue était davantage l'animateur principal et le bénévole prenait un peu le créneau qui restait. Oui, je pense que c'est vrai que c'est une question qui revenait très souvent lors des formations à Paris, ça, par les participants. Au tout début surtout au tout début de la co-animation des groupes de personnes en deuil, Jalmalve, je pense que les psychologues ont pu avoir un rôle sécurisant à cette époque pour la fédération, d'une part, et aussi pour les associations locales qui avaient un psychologue qui se proposait pour être co-animateur de ces groupes. Une sorte de caution aussi, une caution apportée par ces professionnels, les psychologues, qui étaient reconnus pour être des gens familiers avec la mise en place d'un cadre, par exemple. Je sais que c'est important, la mise en place d'un cadre dans un groupe d'endeuillés. Des personnes qui étaient familières avec l'écoute, une écoute aidante aussi, encore que le mot aidante, il faudrait le mettre entre guillemets ici, et des psychologues qui étaient parfois aussi familiers avec l'animation de groupe, le travail en groupe. Bon, donc déjà, tout ça, c'était sécurisant, je pense, pour les bénévoles et les associations. On se disait aussi que les psychologues sauraient peut-être mieux contenir la charge émotionnelle, qui peut être importante lorsqu'on vit un deuil. L'idée de contenance, de contenir. Bon. Et effectivement, les bénévoles non-psy qui animaient avec eux avaient plutôt tendance à s'en remettre à eux et à leurs compétences et se plaçaient plus généralement en deuxième ligne, s'empêchant ainsi de donner le meilleur d'eux-mêmes, parce qu'on donne le meilleur de soi-même quand on est livré à soi-même souvent. Et de pouvoir développer leurs propres habiletés, leurs propres compétences. Je crois qu'aujourd'hui, les groupes d'endeuillés peuvent, en tout cas les groupes généralistes du moins, ceux qui se pratiquent la plupart du temps, peuvent être vraiment co-animés sans la présence d'un ou d'une psychologue. Et d'ailleurs, d'abord, il y a plusieurs facteurs qui offrent des garanties, qui paraissent suffisantes. Je pense la Fédération a mis en place un dispositif sérieux qui donne des garanties de sérieux et de soutien pour les co-animateurs. Une bonne formation initiale à l'écoute, c'est un point fondamental, une bonne formation initiale à l'écoute. La formation à l'écoute, c'est notre meilleur ami quand on écoute une personne en deuil.
l'apport des formations module 1, module 2, la présence de supervisions locales qui sont dédiées spécifiquement au deuil, la possibilité de participer à un module 3 aussi, et la possibilité pour un co-animateur bénévole de faire appel, de demander même un entretien de soutien personnel, individuel, avec un psychologue qui collabore avec l'association. Ça s'est vu dans des associations, des bénévoles qui ont besoin de parler en tête-à-tête avec un entretien avec un psychologue pour examiner une situation qui les fait souffrir et tout ça. Donc, il y a des garanties quand même. Il y a des garanties. Et puis, la co-animation de groupes d'endeuillés, et ça c'est important, je pense, sans le concours des professionnels et des psychologues notamment, ça vient aussi signifier quelque chose d'important. Ça vient signifier un passage peut-être encore plus marqué de l'aide à l'entraide. C'est-à-dire que la mission de Jalmalv est associative et à visée communautaire. Je le répète, désolé, peut-être on l'a entendu, vous le savez très bien, je sais que vous le savez aussi. C'est une démarche, donc, on a dit, de solidarité, une démarche naturelle au sens non professionnel du terme. Et peut-être que cette présence d'entraide est encore plus marquée. Moi, franchement, je vous dirais, au fil des années, quand même, je trouve que les bénévoles sont des personnes fiables, sérieuses, discrètes souvent et très attentives dans le respect de l'autre, vraiment. Et moi, je leur fais une confiance. Des gens formidables qui ont des expériences de co-animation, ils pourraient en apprendre à certains professionnels d'ailleurs, qui sont peu familiers avec ces questions-là. Ah oui, je voulais juste dire, oui, oui c'est vrai, tu as raison de me laisser. Elle savait que j'avais une dernière phrase à dire qui est importante, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de psychologue ne signifie pas que les groupes animés par des bénévoles n'apportent pas du soutien psychologique aux personnes en deuil. On est d'accord là-dessus. Mais si soutien psychologique il y a, il est la conséquence de cet accueil, de cette écoute, de cette dynamique de groupe. Il est la conséquence, il n'est pas l'intention. Ce qui est quand même différent. On n'a pas l'intention d'apporter du soutien psychologique aux personnes en deuil. Hein? Et c'est encore moins un objectif. Il n'y a pas d'attente de résultat. Même vouloir aider quelqu'un à avancer dans son deuil, c'est déjà un objectif qui n'a pas forcément sa place. C'est déjà avoir un projet pour l'autre. Exactement. Alors, les cafés deuil constituent une nouvelle approche des personnes en deuil qui a visiblement séduit de nombreuses associations avec sa double mission d'être visible dans la cité et peut-être de permettre éventuellement la constitution de groupes. Certains, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en font jusqu'à 10-15 par an. À l'heure où il est bien difficile de réunir un groupe classique de personnes en deuil, peut-on pour autant souhaiter que des cafés deuil se substituent aux groupes ? Moi, je ne pense pas que c'est souhaitable. Je pense que c'est deux objectifs différents, c'est deux contextes différents qui peuvent être complémentaires éventuellement. Peut-être que les cafés deuil aussi, je me demande s'ils ne doivent pas... Les cafés deuil à Jalmalv, hein, parce qu'il existe d'autres associations qui créent des cafés deuil, mais les cafés deuil dans un esprit de Jalmalv, je pense qu'il faut que les cafés deuil trouvent leur identité, leur style Jalmalv aussi. Je ne suis pas sûr qu'ils y soient arrivés encore à trouver cette patte, cette identité. Et bon, c'est quelque chose qui est à développer encore. On est au début des cafés deuil pour ce qui concerne Jalmalv. Hein, et du chemin reste à faire. Donc je ne pense pas que les cafés deuil doivent se substituer au groupe. Et peut-être que les cafés deuil servent d'occasion de contact, oui, pour des personnes qui aimeraient se retrouver par la suite
Et éventuellement, pourquoi pas se retrouver dans un groupe d'endeuillés. Ça peut être une porte d'entrée, le café deuil, pour éventuellement participer à un groupe d'endeuillés. La question de tout à l'heure qui était de, mais est-ce qu'à l'inverse, on ne pourrait pas imaginer que les cafés deuil deviennent une continuation dans le temps des groupes pour des personnes qui aimeraient continuer à se revoir. Moi, je pense que ce n'est pas une très bonne idée, ça. Parce que le café deuil n'est pas un supplément des groupes. Il doit pas, à mon avis, il doit avoir une personnalité et un objectif et un apport qui lui est propre, si vous voyez ce que je veux dire. Que les gens veuillent se retrouver à la suite d'un groupe d'endeuillés, moi je pense que ça, à mon avis, personnellement, bon, je peux ne pas être d'accord, mais personnellement, je pense que ça les regarde, ça. C'est à eux de s'organiser pour se retrouver. C'est une question d'amitié, c'est une question de réseau, c'est une question de vouloir continuer à se revoir, à se donner les moyens de se revoir. On n'a pas forcément besoin à nouveau d'un cadre, d'un animateur pour le faire. Bon, après, on peut se poser la question quand même, c'est toujours difficile, la fin souvent difficile, pas toujours, mais souvent difficile, la fin d'un groupe de personnes en deuil aussi. C'est pas si simple, il y a de la résistance. Il y a cette peur de ne pas y arriver en étant livré à soi-même. On ne devient pas forcément dépendant du groupe, mais quand même, c'est un repère pour nous, ce groupe. Et du coup, je vais me retrouver tout seul. Bon, bref, en tout cas, ce n'est pas l'objet de cette rencontre de faire... c'est des choses dont on parle aussi dans les formations de module 2, la fin d'un groupe d'endeuillés. Comment ça se prépare, comment on peut ménager cet impact aussi. Et comment résister d'une certaine manière à cette demande de prolongation aussi, qui n'est pas toujours souhaitable non plus. Bon. Et puis, il y a fort à parier que si on voulait remplacer les groupes par des cafés deuil, ça ne résoudrait pas forcément le problème, puisque les cafés deuil semblent eux aussi avoir passablement de mal à réunir quelques endeuillés. En général, on parle plutôt de 8 à 12 personnes dans les cafés deuil. Donc, ce n'est pas forcément là qu'on va pouvoir récupérer plus de contacts avec des personnes en deuil. La question qui doit nous préoccuper, et c'est celle qu'on pose inlassablement depuis 25 ans, 30 ans, et qu'on pose encore dans ce congrès, pourquoi nos invitations, que ce soit pour une écoute individuelle, pour des groupes ou pour des cafés deuil, pourquoi nos invitations sont-elles si peu attractives pour les personnes qui pourraient en profiter? Le défi et la grosse frustration vient de là. Il serait très intéressant, une parenthèse, il serait très intéressant de savoir si d'autres associations qui se consacrent au deuil d'une manière plus spécialisée, deuil périnatal, deuil après suicide, bon, je prends des exemples, des deuils vraiment spécialisés, mort d'enfants. Est-ce que ces associations plus spécialisées que ne l'est Jalmalve, est-ce qu'elles ont autant de difficultés à avoir des demandes? C'est intéressant de demander. Il y en a peut-être qui pourront y répondre ou apporter des premiers éléments, d'ailleurs, même aujourd'hui, dans ce congrès. La notion de cadre dans tous les aspects de notre activité est primordiale à Jalmalve. Et dans le même temps, ceux qui nous sollicitent, comme parfois les bénévoles eux-mêmes, plaident en faveur de souplesse pour s'adapter à des situations particulières. Jusqu'où aller dans la souplesse? Par exemple, au domicile de l'endeuillé, sous prétexte qu'il s'agit d'une personne âgée ou sous prétexte que c'est la période du Covid, on l'a restitué tout à l'heure dans l'enquête. Donc, voilà, si tu peux nous éclairer là-dessus. Dans le cas où il s'agirait d'un accompagnement de proximité, ça vous parle, ça, ce terme-là, accompagnement de proximité, recevoir quelqu'un chez soi, recevoir une personne en deuil chez soi, est tout à fait concevable. Parce qu'on reçoit cette personne chez soi en tant que voisin, en tant qu'ami, en tant que collègue de travail. On ne reçoit pas cette personne chez soi en tant que bénévole. Il ne nous viendrait pas l'idée de mettre notre badge avant que la personne vienne prendre une bière ou un thé chez soi.
Et surtout, on ne le fait pas au nom de Jalmalve. On le fait au nom de notre amitié, des relations de voisinage, de la solidarité entre collègues de travail. C'est à ce nom-là qu'on le fait. Donc, recevoir chez soi, vous recevez qui vous voulez chez vous, si vous ne le faites pas au nom de Jalmalve. Mais les choses changent lorsqu'il ne s'agit plus là d'une invitation personnelle, d'une initiative personnelle et individuelle. Là, il s'agit d'accueillir cette personne au nom de l'association. Et donc, moi, je pense que ce n'est pas acceptable. Je pense qu'on ne peut pas l'accepter, parce que c'est dans ce sens-là où je ne dis pas acceptable. Le bénévolat, aussi personnalisé qu'il puisse être, peut être très personnalisé, mais malgré tout, aussi personnalisé qu'il puisse être, s'inscrit dans un champ, encore une fois, associatif, social, communautaire. Pas dans un champ uniquement personnel et individuel. Le local de l'association, ou en tout cas un local qui peut être emprunté ou utilisé par l'association Jalmalve de local, demeure le meilleur lieu pour recevoir des personnes en deuil, individuellement ou en groupe. Alors après, il y a la question d'aller chez la personne. Là, ce n'est pas de l'accueillir dans son domicile, c'est d'aller, nous, à son domicile. Alors la question pourrait se poser dans le cas du deuil. Et bon, est-ce que Jalmalve n'aurait pas toute sa place aussi dans des accompagnements individuels à domicile de personnes? Moi, je ne suis pas si sûr que ça. Et je pense que c'est compliqué là, avec la question du domicile. Pour deux raisons. Pour ce qui est du deuil, il y a trois contraintes que l'on retrouve dans l'accompagnement du deuil que l'on ne retrouve pas dans l'accompagnement en fin de vie. C'est une autre différence entre les deux. La première contrainte, c'est que la personne en deuil aura le même bénévole comme seul interlocuteur. On oublie donc la question du binôme de bénévoles en alternance et on oublie aussi le passage de plusieurs bénévoles de la même équipe, comme cela peut se faire dans des services ou même des binômes à domicile. Donc, première chose. Deuxième chose, la durée de cet accompagnement sera quand même limitée dans le temps, et je dirais assez limitée dans le temps. À une époque, la fédération, la commission deuil, parlait de... J'ai vu 5, à un moment donné, ça a duré quelques années, et on est passé à 3-4 entretiens individuels, pas plus. Et là, dans le petit signet de lecture, on est à 3. Donc, si vous voulez aller à domicile chez une personne, on peut annoncer la couleur, évidemment, dès le départ. On peut lui dire, ça sera que 2 ou 3 ou 4 rencontres. On ne pourra pas se voir davantage. On peut étaler les 3 rencontres pour que ça couvre quand même 3-4 mois. N'empêche que c'est une contrainte qui est posée, à moins de revoir ce repère-là, cette règle-là, de l'allonger, par exemple. Mais l'allonger jusqu'où? Bon. Et puis, troisième contrainte, et ça c'est important, je pense que ce soit, peu importe le type d'accompagnement deuil à domicile, les groupes, les individus, peu importe, c'est que le deuil arrive en première intention et que non seulement il arrive en première intention, mais qu'il demeure en première intention. Les gens viennent pour parler de leur deuil. Et moi, je craindrais que les accompagnements à domicile qui pourraient avoir pour origine une demande pour le deuil se transforment en accompagnement beaucoup plus global et de longue durée. Parce que d'autres besoins apparaîtraient. Il y aurait plein de bonnes raisons de continuer à accompagner cette personne. Les EHPAD, Oui, on a un quart d'heure encore. Oui, alors on va laisser tomber les EHPAD. Oui. Dans la perspective, bon, les bénévoles Jalmalve sont fort remués parfois, plein d'interrogations en tout cas, dans la perspective d'une modification de la loi de fin de vie.
est-ce que le cheminement du deuil pourrait se trouver modifié? Je pense en particulier à la culpabilité qui est déjà toujours présente dans le deuil, qui est dévastatrice dans les cas de suicide. Quid d'après, c'est vrai que c'est difficile, on l'a dit hier soir, de parler d'une situation qui n'est pas encore arrivée, mais bon, est-ce qu'il y aurait des éléments qu'on pourrait déjà mettre sur la table? Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de cette question. Je m'y suis penché récemment, d'ailleurs. J'ai commencé à regarder un petit peu, surtout le travail de chercheurs. Parce que hier, on parlait de convictions personnelles, d'opinions qu'on peut tous, qui sont toutes respectables. Mais je pense qu'on a besoin des chercheurs. On a besoin d'être éclairés par des personnes. Parce que les chercheurs, qu'est-ce qu'ils font, les chercheurs? Ils vont se mettre à l'écoute des personnes en deuil, qui subissent telle ou telle situation. On a vraiment besoin de recherche à différents niveaux, sociologiques, psychologiques, en tout cas, il y a différents niveaux, médical, psychiatrique, tout ce que vous voulez. Ces gens, ils peuvent nous éclairer sur un phénomène, comme tu dis, qu'on n'a pas encore pu vraiment vivre pour le moment, en tout cas. Alors, il y a des pays où c'est vécu, cette situation d'aide médicale à mourir. Vous le savez, mais les recherches, ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, en tout cas, les recherches sont assez peu nombreuses encore. Et elles couvrent souvent des recherches en Oregon, notamment, où le suicide assisté est possible. Et il y a des recherches aussi en Suisse, également sur le suicide assisté. Ce que j'ai pu regarder avant de venir à ce congrès, c'est plus la question du suicide assisté. Mais ces recherches sont peu nombreuses. Elle couvre des petits échantillons et tous les chercheurs disent il faut vraiment, ils ont un programme de recherche là devant eux qui les attend et je pense qu'on aura besoin aussi d'être attentif à l'avancée de ces recherches. C'est pas qu'une question de conviction personnelle, c'est pas qu'une question de dire il faut pas se sentir coupable parce que la personne a décidé de suicide assisté ça suffit pas de dire il faut pas se sentir coupable. Alors moi, lesquels, je vous fais part brièvement de deux choses, en tout cas, qui me paraissaient intéressantes, qui peuvent nous concerner. Il y a une étude menée en Suisse en 2007, bon, déjà assez ancienne déjà quand même, en tout cas une des premières peut-être, auprès de 85 parents proches qui ont été témoins de suicide assisté d'un de leurs proches et qui relèvent d'ailleurs une prévalence plus élevée d'état de stress post-traumatique et plus de deuil compliqué que suite à un décès naturel. Et il semblerait d'ailleurs que c'est aussi qualitatif, c'est-à-dire que le traumatisme laissé serait également différent de celui provoqué par un suicide normal, autant qu'un suicide puisse être normal. Alors, bien que le suicide assisté permette certains avantages, entre guillemets, les endeuillés dans cette étude suisse présentaient quand même des symptômes dépressifs assez importants pour 16% d'entre eux, des problèmes de santé physique relativement importants aussi pour 22% d'entre eux, donc une personne sur 5, par exemple. Alors, des études américaines, cette fois, plutôt inspirées de la législation en Oregon, où la personne a la possibilité de se procurer un médicament qui est létal et de se l'administrer, de se l'auto-administrer. Donc, ce que j'ai lu dans un peu les synthèses de ces études, c'est que la mort par suicide assisté ne rend pas forcément les deuils plus compliqués, mais elle ne semble pas les faciliter non plus. Alors, c'est une réponse de Normand, vous allez dire. On n'est pas loin de ça, mais moi, c'est l'impression que ça m'a fait. Il ne faut pas crier au loup, il ne faut pas penser que ça va être catastrophique pour les endeuillés, mais ce n'est pas simple non plus. Et il va y avoir des complications aussi. Et d'ailleurs, il y a certains facteurs qui sont déjà identifiés par des chercheurs, mais qui ont besoin d'être confirmés. Alors, il y a certains facteurs qui pourraient favoriser le travail du deuil, avoir pu avoir des discussions ouvertes avec son proche, parler de cette mort avec lui, le réconfort de pouvoir dire adieu, la possibilité de se préparer à sa mort,
le sentiment de contrôle qui est laissé à la personne, contrôle et liberté sur sa destinée. La prévisibilité aussi de la mort, le choix du jour, de l'heure, des personnes qui seront présentes. Et puis des mesures, le médicament et des mesures qui font que la mort va être paisible. Bon, ça peut être des éléments qui vont plutôt peut-être apaiser le deuil des personnes. En revanche, les auteurs signalent quand même d'autres facteurs qui pourraient entraîner des complications pour le deuil. Un degré de désaccord et de conflit avec la décision de l'être cher de mettre fin à ses jours. Une très forte ambivalence parfois entre être intellectuellement en accord avec la décision de son proche et être en accord émotionnel avec ça. Et ça, il y a des familles qui ont été étonnées de voir qu'on pouvait être très ambivalent par rapport à ces deux aspects-là. La culpabilité aussi pour certains de ne pas être intervenus pour empêcher la mort de l'autre. L'appartenance à une église ou à une profession, il y a notamment des témoignages d'infirmières dans ces recherches, donc l'appartenance à une église ou à une profession qui ne conçoit pas l'aide médicale à mourir. Et il y a des personnes qui sont trouvées très en clivage par rapport à ces deux aspects de leur vie qui étaient très importants. Bon. Alors un point qui peut nous intéresser particulièrement, nous peut-être, c'est que plusieurs de ces études, en tout cas, m'ont montré la peur pour les personnes en deuil d'être jugées, d'être stigmatisées par rapport à la décision de leurs proches de recourir au suicide assisté. Bon, qui est encore plus forte quand on appartenait à une église ou une profession qui pouvait avoir déjà des positions assez arrêtées là-dessus. Cette retombée culpabilisante pour ces personnes s'avère un obstacle assez important quand même, à tel point que certains chercheurs préconisaient que soient créés des groupes spécifiques pour des endeuillés se trouvant dans cette situation, de peur que ces personnes se sentent culpabilisées, stigmatisées dans un groupe de personnes en deuil plus diversifié. Mais en faisant ça, on pourrait se poser la question aussi, est-ce qu'en faisant des groupes spécialisés après suicide assisté ou euthanasie, est-ce qu'on ne risque pas de provoquer ce qu'on cherche à éviter, la stigmatisation, hein? En tout cas, ça viendrait la renforcer. Oui. Alors, juste... bon, oui, bon, c'est suffisant. Non, mais c'est... Non, mais ça va. Oui. Alors justement, parce qu'on veut absolument, oui. Il y avait 2-3 petites choses, mais il y en aura d'autres occasions. C'était quelques lignes à peine, oui, c'est ça. Bon. Alors les formations Jalmalve, alors les diapositives qui vont suivre là, elles parlent d'elles-mêmes d'ailleurs de l'effort consenti par la fédération, un effort important consenti par la fédération et par vous, les associations aussi, les responsables d'associations, pour assurer des formations deuil en direction des bénévoles de Jalmalve. Et il y a une année, s'il y avait une année charnière de basculement de Jalmalve par rapport à l'accompagnement du deuil, moi je dirais c'est les années 1997-98. Ça fait pile 25 ans. C'est à ce moment-là où j'ai l'impression qu'à Jalmalve, le deuil est apparu vraiment un peu dans sa lumière, quoi, d'une certaine manière. Alors, il y a des diapositives. Alors, oui, voilà. Vous voyez le nombre total de... Alors, j'ai fait un répertoire comme ça, manuel, mais de toutes les formations qui ont eu lieu. Donc, 81 sessions organisées au total, plus de 1100 bénévoles. On voit qu'il y a 31% de ces formations qui étaient décentralisées. La deuxième... Alors, le module 1, alors j'ai séparé, j'ai fait un relevé des 3 modules. Le module 1, 33 sessions d'organiser, donc près de 550 bénévoles. Encore là, un tiers de ces formations a été décentralisé, 2 tiers à Paris. Le module 2, oui c'est ça, le module 2, alors 33 sessions, 460 bénévoles,
même chose, un tiers, très constant par rapport à ça. Le module 3, alors le module 3, 10 sessions. Alors, bien sûr, parce qu'on le proposait souvent à tous les 2 ans. Et puis, on a dû l'annuler un très grand nombre de fois. Donc, 10 sessions. Une seule a été décentralisée. Voilà. Et 113, là, le chiffre est précis, 113 bénévoles. Donc, ça veut dire 25%, on peut penser en tout cas, 25% des bénévoles qui ont fait le module 2 ont fait le module 3. Donc, 1 sur 4. Et c'est peut-être une question qu'on peut se poser aussi, ça. Pourquoi pas davantage ? Et pourquoi les gens ne le font qu'une fois, le module 3? Parce que le module 3, c'est un module qu'on ne l'a peut-être pas dit assez, ça quand même. Il aurait fallu le dire davantage. Que des gens, des co-animateurs de groupes d'endeuillés peuvent faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. À tous les 3 ans, des co-animateurs pourraient venir se ressourcer dans un module 3 sans problème. Ils seraient tout à fait accueillis. C'est comme s'ils venaient au groupe de parole qu'une fois, pensant que ça allait couvrir les besoins de l'année. Ouais, donc c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez insisté. Tu as terminé? Il y a juste deux petites diapos, mais très, très rapides. Quelques dates importantes. Oui, 1997 à 2001, les modules 1 et 2 sont souvent associés dans des formations. Il y a beaucoup d'associations qui ont fait des modules 1 et 2 pendant les toutes premières années. Et des fois, des modules qui duraient 4 à 6 jours. Hein. Les premières formations ont été faites à Paris, Colmar, Grenoble, Nice, Fréjus-Saint-Raphaël et Rennes. Alors, Rennes, en 1998, organisait déjà à Rennes un module deuil avec la fédération. Et je me rappelle très bien d'être venu ici. C'est là où j'ai fait la connaissance du Get Legal, notamment. Toute première association à avoir organisé des choses aussi. En 2001, le premier module 3 apparaît. En 2002, le premier module 1, du coup, est vraiment isolé comme un module 1 à Avignon. Et en 2004, à partir de 2004, les 3 modules sont bien distingués. Et autre fait peut-être plus marquant, en 2012, le module 2 s'étoffe et passe de 2 à 3 jours. Et ça, c'était vraiment à la demande des participants. Les participants ne cessent de dire « il faut qu'on ait une journée de plus, 2 jours, c'est pas assez ». Et la Fédé a accepté. Et je trouve que ça a été un moment, un apport positif. Hein. Voilà pour les... On arrête, sinon Olivier va me frapper. On peut arrêter les diapos, c'est bon, merci. Voilà. Je voulais peut-être un petit mot, le temps qu'Olivier chemine jusque-là, pour évoquer quelques perspectives. Vous l'avez compris, la fédération part toujours du besoin des associations. Il nous faut encore réfléchir en matière de formation, en matière des modalités de soutien. Moi, j'ai une idée qui m'est chère, c'est comment soutenir les bénévoles qui conduisent uniquement des entretiens individuels. Il me semble que si on faisait sous forme de visioconférence une forme de supervision nationale, ça pourrait permettre de diversifier, d'en développer. Voilà. Le format et la fréquence des cafés d'œil aussi pourraient être enrichis. Et je ne sais pas si le bénévole d'Orléans qui avait évoqué l'élaboration d'une espèce de guide des cafés d'œil est présent aujourd'hui. Voilà, s'il a envie un jour de partager son travail avec nous, nous lui en serions très reconnaissants. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Martine et merci beaucoup zut, Denis, merci. Voilà, pour ce que vous avez su faire avec, je dirais, cette tranquillité et ce calme qui est de reposer ce cadre qui nous est commun, de voir les points de logique sur lesquels est construit tout cet accompagnement, de voir aussi l'effort, l'investissement de toutes les associations depuis le nombre des années, parce que c'est au fond là-dessus que nous allons pouvoir continuer à partager tout le reste dans cette journée.
On n'a pas imaginé faire tout de suite un jeu d'échange et de questions par rapport à ce qui vient d'être représenté à tous peut suggérer dans votre esprit, parce qu'en fait, c'est quelque chose que nous allons refaire demain matin, en travaillant ensemble, association par association. Donc là, on va passer, sans beaucoup plus de transition, à une pause qui se commence avec 10 minutes de retard. Alors, c'est pas grave. Buvez vite votre café, allez vite encombrer les toilettes. On a 20 minutes pour faire une vraie pause entre nous, après quoi on a une petite animation avant de reprendre la deuxième séance. Donc, c'est là, allez-y rapidement et merci beaucoup de votre attention.